Alors derrière nous, au-delà de la forêt, nous avons le fort de Vaux, dont je viens vous commenter son infrastructure et les combats qui s'y sont déroulés du 1er au 7 juin. Maintenant, allons nous recueillir sur la tombe de Guy Dussumier-Latour, un jeune aviateur de 25 ans qui a été tué le 2 juin 1916 en pleine bataille du fort de Vaux. Alors Guy Dussumier-Latour est un jeune homme qui a été passionné par l'aviation. Après avoir effectué de brillantes études, il s'est destiné, si vous voulez, à l'ingénierie aviatique et il est devenu ingénieur donc, dans ce domaine-là. En 1912, il a obtenu donc les diplômes nécessaires et il va rentrer, si vous voulez, dans l'armée d'active, mais en étant spécialisé dans le domaine aéronautique. Il sera affecté à l'escadrille C4, C4 comme l'appareil qui donc est dans ce genre d'unité, le Caudron modèle 4, car il y avait plusieurs modèles. Le Caudron modèle 4, si vous voulez, c'est un bombardier muni de 2 moteurs. Donc pour l'époque, c'est un assez gros appareil, disons, qui était employé également pour de la reconnaissance. Il rejoindra donc l'escadrille C4 donc en 1915 et il y sera affecté. Au cours de la bataille du fort de Vaux, il a reçu pour mission, cet aviateur avec son observateur qui est derrière lui, le sous-lieutenant Thévenin, de prendre des renseignements sur le déroulement de la bataille du fort de Vaux. Donc en décollant de Lemme, Lemme c'est un petit village qui se trouve donc au sud-ouest de Verdun, pas très loin, en gros une vingtaine de kilomètres, donc terrain plat, et donc qui faisait partie donc, de moult, si vous voulez, aérodromes militaires de l'époque sur le département de la Meuse. Et en gros, il y en avait 30 à 35. Hein. Et cet appareil a décollé donc le 2 juin 1916 pour prendre donc des renseignements, faire des photos au-dessus du fort de Vaux. Et c'est en prenant des renseignements au-dessus donc du secteur qu'on vient de vous décrire, hein, la forêt qui est derrière moi, le fort de Vaux qui est juste au-dessus, là, en gros à 500 mètres. Et c'est en, disons, en survolant ce fort de Vaux que la DCA allemande, donc des tireurs allemands de l'infanterie, et non pas par des appareils allemands, hein, qu'il a été donc, si vous voulez, touché et l'appareil est tombé à terre. Alors non seulement il est tombé à terre, mais il serait tombé ici, dans l'étang de Vaux, qui est juste ici, devant nous. Ça, c'est d'après les dires des anciens du village de Vaux. Voilà. Voilà donc, si vous voulez, la courte histoire de l'aviateur Guy Dussumier-Latour. Les 2 corps ne seront jamais, donc, comment je veux dire, identifiés. Donc, ils seront portés disparus, on ne les retrouvera jamais. Voilà. Paraît-il qu'au début, lorsque l'étang de Vaux était pratiquement asséché, certains anciens habitants donc, du village avaient décrit qu'ils voyaient bien souvent une aile d'avion. Mais personne n'a vraiment la certitude. Ça, si vous voulez, je ne veux pas dire que c'est une légende, mais restons prudents quant à ces affirmations. Alors, puisque nous venons de parler d'un aviateur, continuons sur le même thème en parlant un peu de la bataille aérienne de Verdun, qui est bien sûr méconnue, voire mal connue de beaucoup de gens. Elle est mal connue tout simplement parce qu'il y a très peu d'archives sur la bataille aérienne de Verdun. Alors figurez-vous que lors de l'exode des Françaises qui fouillaient, si vous voulez, l'invasion allemande en 1940, les archives militaires donc étaient archivées, pour ainsi dire, au château de Vincennes, ont pris, si vous voulez, la sécurité nécessaire pour les faire évacuer sur Saint-Nazaire ou Nantes, je crois plutôt Nantes. Et c'est au cours d'un bombardement aérien sur un convoi donc militaire français qui était chargé d'archives en allant sur Nantes que ces fameuses archives de la bataille aérienne de Verdun étaient entreposées dans un camion qui a été touché par les bombardements. Et bien sûr, il s'avère que maintenant, beaucoup donc de documents ont été détruits et on n'a presque plus rien sur cette fameuse bataille aérienne de Verdun.
Que peut-on ajouter sur cette bataille aérienne à Verdun? C'est le général Pétain, lorsqu'il est venu donc le 26 février 1916 reprendre à son compte le front de Verdun en commandant la 2e armée en remplacement du général R, qui a chargé un commandant du nom de De Rose en lui affirmant, dans une courte phrase, « Débarrassez-moi le ciel de Verdun des Boches ». Voilà. Donc, chose dite, chose à exécuter par le commandant De Rose, qui s'est trouvé donc affligé d'une mission pour exécuter ce qu'avait dit le général Pétain. Il n'y avait pas beaucoup de moyens aériens à l'époque, mais le général Pétain a fait des pieds et des mains pour en faire venir, d'où beaucoup de constructions d'aérodromes par-ci et par-là sur l'arrière-front français pour venir donc en aide aux unités terrestres qui défendaient Verdun. Sachez qu'au départ, il y avait la supériorité aérienne allemande. D'ailleurs, en parlant de quelques héros qui ont sévi, si je puis dire, dans ce domaine aéronautique, parlons donc du fameux sergent Guynemer, qui a été donc blessé à la bataille de Verdun le 13 mars 1916 en recevant des éclats au visage et il a été contraint de se poser. Parlons de Ningesser, le fameux Ningesser et le célèbre Colli, sont l'acolyte, qui ont essayé de faire la traversée de l'Atlantique Nord, qui a été réussie par le grand Lindbergh que vous connaissez maintenant. Parlons aussi d'un aviateur célèbre qu'on appelle l'indiscipliné, qu'on l'appelle aussi la sentinelle de Verdun, le fameux Navarre, l'adjudant Navarre, qui pour un oui ou pour un non prenait son avion sans ordre et allait combattre dans le ciel de Verdun. Il avait peur, il n'avait pas peur de l'affrontement. C'est un homme qui voulait en découdre tellement que lorsqu'il restait dans sa chambre, il s'ennuyait, il voulait toujours voler, pour ainsi dire. Voilà, ce fameux adjudant Navarre. Et de l'autre côté, c'est chez notre ennemi allemand de l'époque, il y avait un certain Göring, justement, aussi, qui faisait beaucoup de patrouilles aériennes, notamment sur Verdun, pour prendre des clichés, des renseignements, et ainsi de suite. Voilà. Et cette bataille donc aérienne de Verdun, on doit en parler parce que c'est la première bataille aérienne digne de ce nom de tous les conflits mondiaux existants maintenant. Première bataille aérienne, ce fut la bataille de Verdun. Alors, je marche ici sur un chemin que beaucoup de Meusiens connaissent, du moins ceux qui habitent aux alentours du village de Vaux, de Verdun et des villages aux alentours, qu'on appelle le Taco. Alors ce Taco, c'est une ancienne ligne de chemin de fer à voie métrique qui a vraiment une très belle histoire. Cette histoire commence en 1885, lorsque le Conseil général de la Meuse décide de relier les principales villes donc, du département par un réseau ferré secondaire. Ce réseau ferré secondaire, on le doit à un ingénieur du nom de Charles Varinot. Charles Varinot, ingénieur autodidacte. Situons cet homme assez particulier. Cet homme est né en 1833 à Tanois, c'est du côté de Bar-le-Duc. Ses parents tiennent une auberge dans le village de Tanois. Et lorsqu'il est adolescent, c'est la grande époque, si vous voulez, du chemin de fer qui prend naissance, surtout en France. Et il assiste pratiquement aux alentours de Bar-le-Duc à la fameuse construction de la voie ferrée qui relie Paris à Strasbourg et qui passe pas loin de chez lui. Voyant les ouvriers venir souvent déguster les repas préparés par sa mère, donc à cette auberge, il discute souvent avec ces gens-là et la fibre donc ferroviaire le prend. Et il se dit, un jour, je construirai des rails, je construirai des tunnels, je construirai des viaducs. Et il a tenu parole, ce jeune, puisqu'il va se former lui-même. Après avoir obtenu son certificat d'études, sans faire d'études secondaires,
Il va être employé donc comme manouvrier, comme on disait à l'époque, donc dans la compagnie de ces chemins de fer de l'Est pour entretenir la voie ferrée Strasbourg-Paris. Alors il manie, si vous voulez, la pelle et la pioche la journée et le soir, une bonne partie de la nuit, il travaille intellectuellement. Donc c'est un autodidacte qui va se former et il réussira son concours d'entrée à l'école d'ingénieur et il deviendra ingénieur dans ce domaine-là. Et on lui doit, ici en Meuse, pas trop loin de Verdun, surtout du côté de Montmédy, le fameux viaduc de Tonne-les-Prés. Et on lui doit également plusieurs autres ouvrages en France et à l'étranger. On lui doit aussi l'ouvrage du viaduc d'Épinal, du côté de Limoges. On lui doit des ouvrages en Europe, même en Turquie. Voilà. Et il mourra, cet homme-là, en 1891 à Nice. Son héritage, il sera repris par ses gendres. Donc, comme je vous ai dit, en 1885, le Conseil général aborde le sujet de relier donc par voie ferrée les principales communes du département, et c'est Varinot qui va s'y attacher. Et donc, il va construire la première voie ferrée reliant Bar-le-Duc à Clermont en Argonne, en passant par Rambercourt-au-Pau à l'époque. Et elle sera inaugurée en 1887. Ensuite, il y aura donc un prolongement de cette voie ferrée de Rambercourt-au-Pau jusqu'à Verdun. C'est-à-dire qu'à Verdun, à cette époque-là, dans les années donc 1890, il y aura deux gares. La gare des chemins, de la compagnie des chemins de fer de l'Est et la gare autonome du chemin de fer meusien. Voilà. Alors, donc ce fameux TACO, une fois qu'il a relié Bar-le-Duc à Verdun, on arrête les travaux. Les travaux vont reprendre en 1912. Le Conseil général veut reprolonger, si on veut bien, donc le réseau ferré métrique de Verdun à Montmédy et en allant aussi sur Commercy, en redescendant vers le sud de la Meuse. Et c'est cette ligne de chemin de fer à voie métrique qui passe ici, qui sera inaugurée le 17 avril 1914, peu de temps avant la déclaration de la Première Guerre mondiale. Alors cette ligne, elle ne va pas beaucoup servir aux Français finalement, elle servira beaucoup aux Allemands. Car n'oublions pas que dès fin août 1914, les Allemands, après avoir investi Montmédy, eh bien, vont tout simplement, dans leurs moyens donc, militaires, prendre d'office cette fameuse ligne qui leur servira également pour la fameuse bataille de Verdun. Alors pourquoi on l'appelle le TACO? Tout simplement parce qu'à l'époque, donc, ces petites locomotives tirant un maximum de 12 à 15 wagons s'arrêtaient à tous les villages. Et pour relier Verdun, de Bar-le-Duc à Verdun, on mettait pratiquement 3 heures, parce qu'il y avait des manœuvres à faire à chaque station. On enlevait un wagon de marchandises, on en mettait un autre, et ainsi de suite, et la vie continuait ainsi. Voilà. Alors, ce fameux TACO, qu'on appelle aussi le Varinot, qu'on appelle également le Meusien, va servir beaucoup dans la bataille de Verdun du côté français, de Bar-le-Duc à Verdun. Il va seconder la fameuse voie sacrée. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle également, pour les érudits, que le tronçon Bar-le-Duc-Verdun en voie ferrée, c'est la voie ferrée sacrée également, qui, au plus fort de la bataille de Verdun, il y aura 40 locomotives jour qui amèneront munitions, vivres et qui ramèneront les blessés sur les différents hôpitaux de l'arrière-front français. Bien, revenons quelques instants sur le réseau à voie ferrée métrique, dit le Meusien, le TACO ou même le Varinot. Sachez que pendant l'invasion allemande, pour l'effort de guerre, il n'y a plus de vestiges concernant donc cette voie-là. Elle a été complètement démontée et elle a servi donc à concevoir de l'armement dans les usines allemandes. Donc ils ont refondu l'acier pour en faire des canons ou autres.
Bien, maintenant nous sommes à l'intérieur du village de Vaux, totalement détruit pendant la bataille de Verdun. Pratiquement, il a reçu des coups dès février 1916, bien sûr, et ça n'aura cesse de continuer pendant pratiquement toute la bataille de Verdun jusqu'à sa reprise. Alors ici, nous sommes donc sur l'emplacement de l'église qui a été complètement détruite, qui est pratiquement donc, si vous voulez, une pièce qui se trouve non pas vraiment au cœur du village, mais un peu dans les premières maisons du village. Alors le village de Vaux a constitué donc dès l'automne 1915, après ce fameux désarmement des forts, donc le fort de Vaux qui se situe en gros à 600 mètres au-dessus de notre secteur, une pièce maîtresse de la défense du secteur de Vaux, puisqu'il faisait face tout de suite donc, à la plaine de la Wavre. Donc il fallait vraiment finalement défendre la pénétrante qui venait de la plaine de la Wavre dans le dispositif français du secteur fortifié de Verdun. Et il a été occupé bien sûr par des unités françaises assez rapidement, justement pour cette défense-là. Alors il va y avoir des combats assez effroyables ici au village de Vaux. Le village de Vaux a été donc pris après le village de Douaumont et le fort de Douaumont. Les Allemands ont continué leur offensive en vue de prendre le fort de Douaumont. Mais pour prendre le fort de Douaumont, il fallait passer bien sûr par l'ouvrage d'Ardaumont qui se trouve au-dessus de la crête du village de Vaux, pour venir descendre ici, prendre le village et continuer leur périple sur le fort de Vaux, investir Souville et descendre sur Verdun. Voilà. Alors pour ce faire, le village de Vaux a été vraiment défendu opiniâtrement par les Français, à tel point que ce village a formidablement bien résisté, puisqu'il sera pris et repris 8 fois de suite par les belligérants. 8 fois par les Français, 8 fois par les Allemands, et il restera aux mains des Allemands à compter du 31 mars 1916, et il ne sera libéré qu'au mois de novembre 1916. Bien, pour parler du village de Vaux, il était constitué à la déclaration de la guerre en 1914, donc d'habitants, donc des artisans, des viticulteurs, des agriculteurs, et tout ce beau monde vivait paisiblement. Et il y avait en gros quelques 298 habitants à cette époque-là, qui sont bien sûr partis en exode, vu la bataille de Verdun. Alors là, nous venons d'emprunter un chemin qui est maintenant entretenu et qui nous amène vraiment au cœur du village détruit de Vaux, et nous pouvons saluer ici donc le travail effectué par monsieur le maire du village de Vaux devant Danlou. Et on peut le saluer et le remercier, car avant c'était vraiment impénétrable. Voilà. Maintenant, je sais qu'il va transformer ces ruines du village pour y apporter vraiment son histoire, comme ça devrait être, comme tous les autres villages détruits. Alors ce village, qui fait partie bien sûr de cette fameuse zone rouge, dont nous apercevons ici pratiquement la limite, puisque la limite, étant donné que cette zone rouge, les villageois n'ont pu donc reconstruire et revivre dans leur village. En revanche, le village a été reconstruit quelques centaines de mètres plus haut. D'ailleurs, on aperçoit la chapelle du nouveau village qui est dédiée à Saint-Philippe et à Saint-Jacques. Raymond Poincaré a fait inscrire une phrase sur un petit mémorial que nous allons lire ensemble ici, sur cette petite stèle. Passant, va dire aux autres peuples que ce village est mort pour sauver Verdun et pour que Verdun sauvât le monde. Vaux, le 10 août 1924, signé Raymond Poincaré. Bien, maintenant nous sommes sur le village reconstruit de Vaux devant Danlou. Ici, vous avez les premières maisons qui ont été reconstruites et qui étaient dédiées à abriter les familles des ouvriers qui sont revenus refaire la voie métrique du chemin de fer qu'on nomma le Taco, le Varino ou le Meusien. Et ici, sur votre droite, vous avez l'ancienne gare de Vaux devant Danlou,
qui témoigne encore de ce passé riche en histoire, de cette fameuse voie métrique qui reliait Verdun à Montmédy. Et à la fin du village, il y avait une bifurcation qui repartait sur le sud meusien en direction de Commercy et l'autre sur le nord, donc en direction de Montmédy. Voilà, ici maintenant il y a en gros 70 habitants qui vivent bien paisiblement, donc à l'abri de l'ouvrage d'Ardaumont, qui est aussi un site historique, mais qui est complètement détruit également, qui se trouve sur la crête au-dessus. Après ce périple de ce matin, vous pouvez retrouver depuis le début de mes commentaires, donc concernant le Bois des Cors, concernant Douaumont, concernant le Mortehomme, la côte 304 et maintenant Vaud et le secteur de Vaud, tous ces éléments dans ce livre, En marchant sur les traces des poilus, qui se trouve en vente donc sur les sites touristiques du secteur de Verdun, dans la maison de la presse de Vaucouleurs, Saint-Miel, la librairie Commercienne et dans les hypermarchés de Verdun. Un grand merci à vous, chers téléspectateurs de Rive 54 et de Mirabel TV. À bientôt et pour une nouvelle aventure historique.